Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Enjeux, tendances, innovations, business, parcours. Sur Bismart, le menu est renouvelé chaque jour et c'est un menu transalpin que je vous propose aujourd'hui, un menu que je vous propose de partager avec Denis Imbroisi. Bonjour. Buongiorno ragazzi. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Vous êtes chef cuisinier, hein, à la tête de 3 restaurants à Paris, Ida, Epoca, Malraux. Chef italien, bien sûr, parisien d'adoption. Vous êtes chef en cuisine, mais aussi sur le petit écran, hein. Certains vous auront sans doute reconnu. Vous avez participé à la saison 3 de Top Chef. C'était en 2012. Alors, on reviendra hein, sur ce lancement à la télévision. Mais avant cela, il y a votre parcours. Vous êtes né en Calabre, du côté de Belvedere Marittimo. C'est ça, tu le dis très bien. C'est ça, formidable. Vos débuts en cuisine à l'âge de 14 ans, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser ce métier, cette carrière de cuisinier? C'est un peu mes parents, la famille, parce que mes grands-parents ont déjà été restaurateurs. Et mon père aussi, c'est une force majeure en fait. Pour pouvoir les voir et être à côté d'eux, j'étais obligé de passer du temps en cuisine ou dans l'établissement, dans le restaurant pour pouvoir les voir et partager un moment en famille. Autrement, j'étais toujours à l'école et c'était aussi bien, mais bon. Quelles sont les recettes, les produits qui vous nourrit littéralement quand vous étiez les tomates confites, je dirais les gnocchis des pommes de terre, les lasagnes, les plats partagés, mais tout ce qui est italien qu'on peut imaginer, que ce soit les artichauts, les olives tout simplement. C'est ça qui m'ont nourri tous les temps. Généreuse, des mamans traditionnelles, classiques. Nous, chez un Italien, on mange des pâtes tous les jours, tous les midis. C'est vrai? Oui, mais ça se voit, je pense. Primo piatto. Et voilà. Vous avez fait donc un apprentissage à partir de l'âge de 14 ans. Ça vous a amené du côté de Vérone, Imola, Venise. La cuisine est très régionale. Aussi du côté de la Lombardie, hein, c'est ça. C'est là où travaillait votre père? C'est ça. J'avais la chance d'avoir un papa qui était dans le milieu, donc j'allais à l'école le matin et les soirs, j'allais travailler dans les restaurants. Et pour moi, c'était un jeu. C'était pas vraiment un travail. Je m'amusais. Et en même temps, quand j'avais 14-15 ans, j'ai travaillé avec des adultes qui avaient 20-22 ans, donc des jeunes un peu plus âgés. Et ça me plaisait tout de suite. Ça m'a plu tout de suite, en fait. C'est ça qui m'a donné un envie. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fait de pouvoir être déjà dans le monde des grands, même si on avait que 14 ans. Et puis vous avez rejoint la France en 2008, vous aviez 20-21 ans. C'est ça. Pourquoi vous avez choisi la France? En fait, avec tous les chefs auxquels j'ai pu faire un stage en Italie ou travailler auprès de certains chefs en Italie, ils étaient tous passés par la France. Et la France, c'est un peu l'étape obligatoire pour les cuisiniers qui veulent un peu réussir leur carrière. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais pas trop loin, je vais à Menton. C'est juste après la frontière à Ventimille. Et c'est là où j'ai rencontré Mauro Colagreco Azur, un chef italo-argentin. Donc, il parlait un peu italien, un peu espagnol, un peu français. Et c'est là où j'ai appris aussi mon français. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, je ne parlais pas du tout français. Et c'est à cette époque aussi que vous avez commencé à cuisiner des recettes françaises. Quelle recette vous avez... On a commencé à cuisiner du foie gras. Des grenouilles aussi. Les grenouilles, par exemple. Totalement. C'est le symbole de la cuisine française, en tout cas à l'étranger. Même les foie gras, j'ai commencé à l'apprécier vraiment quelques années après en France. Mais au début, je n'aimais pas du tout. C'était des produits à la base que nous, on n'a pas l'habitude de voir, de consommer. Et à force de les travailler, de les goûter, aujourd'hui, je les aime et je les adore. Je les ai adoptés aussi dans ma culture maintenant. Voilà. Justement, vous avez une culture italienne, maintenant une culture française. Quelles sont les différences entre la gastronomie française et italienne? Alors, hormis les produits, hein. Il y a peut-être plus de précision en France sur les recettes? Alors, c'est ça, oui, la technique. Je pense que les Français, les chefs cuisiniers français, c'est des grands techniciens. En Italie, on a des bons produits, on a la tchatch, on sait bien les vendre et bien les faire aussi. Mais en France, effectivement, les exécutions, la rigueur, ce sont vraiment des notions et des bases qu'on apprend ici. C'est pour ça que beaucoup d'Italiens, beaucoup d'étrangers viennent faire leurs études et leur formation ici en France. En France, on ne compte plus du tout les restaurants italiens. La cuisine italienne qui est très populaire sur Instagram. Comment vous expliquez ce succès de la cuisine italienne à l'étranger? C'est une cuisine qui est généreuse, colorée, simple, accessible. Et surtout en période de crise ou en période Covid, par exemple, tout ce qu'on vient de passer, en période de guerre comme on est maintenant, ce sont des plats qui sont faciles à exécuter, faciles à consommer. Et ce sont des plats qui parlent à tout le monde, au plus grand monde. Donc, c'est un peu la cuisine de la mamma qui réconforte. C'est exactement ça, c'est la cuisine de la maman, c'est une cuisine familiale, une cuisine qu'on peut partager.
En France, ou ailleurs d'ailleurs, hein, à quoi on reconnaît un bon restaurant italien? Je dirais des produits Hormis frais. les vôtres, hein, bien sûr. À partir des produits frais, comme la mozzarella, ou les charcuteries, ou même les pâtes. Moi, je dis, quand on mange un plat de pâtes, on sait tout de suite si on est dans un bon restaurant italien ou pas. Parce qu'il y C'est a la recette test. il y a des techniques et des astuces que je vais vous donner aussi pour réussir un bon plat de pâtes à la maison et Et aussi dans un justement, restaurant. vous avez eu le titre de la meilleure carbonara de Paris. C'était en 2016, classement édité par le Figaroscope. C'est quoi votre secret? C'est toujours un soupçon d'amour dans les pâtes. Ah ouais, ça. Voilà. Comme ça, on se C'est la trompe boîte jamais. secrète. C'est la boîte secrète, voilà. Non, il y a une petite astuce, c'est une petite règle que je donne à tout le monde comme conseil. C'est la règle 1-10-100. Pour un litre d'eau, on cuit 100 grammes de pâtes avec 10 grammes de sel. Et là, on a vraiment la bonne quantité d'eau, la bonne quantité de sel pour cuire des pâtes, même à consommer à la maison. Et ça s'applique avec des pâtes sèches, des pâtes fraîches, des gnocchis, avec tout en fait. Et on oublie la crème fraîche. La crème fraîche, on On l'oublie. oublie Ça, les lardons. c'est un peu criminel. Voilà, il faut surtout pas rajouter des crèmes, mais que ce soit dans les carbonara ou aussi dans les cacio e pepe, par exemple. Nous, on a vraiment des plats qui sont faits avec l'amidon et l'eau de cuisson des pâtes, qui est mélangée avec les fromages. Forcément, ça donne cet aspect homogène et cette sauce un peu crémeuse, mais surtout pas de crème. En parlant de crime, est-ce qu'il y a peut-être des gestes ou des recettes qui vous ont un petit peu perturbé quand vous êtes arrivé en France? Est-ce qu'il y a des crimes culinaires qui pourraient choquer les puristes de la gastronomie italienne? Alors, la France a une cuisine qui est assez riche aussi. Après, dans le sud de la France, c'est une cuisine qui s'approche beaucoup à l'Italie parce qu'on utilise beaucoup d'huile Et d'olive. déjà très hybride en fait. C'est ça, oui. Et la Côte d'Azur est riche des produits frais, et des produits comme même les olives et les artichauts que je disais tout à l'heure, c'est des produits excellents. Et dans le Nord, on a beaucoup plus, comme la Bretagne ou la Normandie, on utilise beaucoup plus la crème et le beurre. Et ce sont des plats que j'aime aussi autant, hein. C'est-à-dire que même moi, je me rappelle, on avait fait une sauce albufera, c'est à base des foie gras, c'est une sauce à base des foie gras, il y a beaucoup de beurre aussi dedans. Et pourtant, c'est un exhausteur d'égout, c'est tellement bon et riche. J'ai appris en France que parfois, plus c'est gras, plus c'est bon. Plus c'est bon. Voilà. Donc, forcément... Et pas forcément avec de l'huile d'olive. Et pas forcément avec de l'huile d'olive, exactement. Vous avez rejoint, après avoir quitté le Mirazur, les rangs d'Alain Ducasse, avant d'ouvrir votre premier restaurant, Ida. Ida, c'est le nom de votre grande sœur. C'est ça. C'était en 2015. Ça change quoi d'ouvrir son propre restaurant, de l'avoir? C'est un peu égoïste, vous faites ce que vous voulez, la liberté totale? C'est un peu ça. On parle tous du rêve américain, mais je pense que le rêve français existe. Et il y est vraiment, il faut juste y croire. Et si on a envie de travailler, qu'on met les moyens, on y arrive, surtout en France. Et il y a beaucoup de place pour les jeunes en France. Et je suis chanceux d'y être et de vivre cette nation, en fait. Je suis très content d'être ici. Et avoir son premier établissement, c'est une responsabilité, mais c'est aussi une liberté, comme tu viens toujours de le dire. Liberté d'expression, liberté de pouvoir faire ce qu'on aime. Et forcément, quand on parle de liberté, c'est un peu égoïste parce que parfois, chez Ida, je fais à manger ce que j'aime manger. Et donc, ce n'est pas un restaurant commercial comme les deux autres que j'ai pu faire. C'est plutôt un restaurant d'identité où tu viens manger la cuisine du chef. Et bien justement, cette cuisine du chef, comment vous pourriez la qualifier? Elle ressemble à quoi? Elle hybride un peu la cuisine française et la cuisine italienne? C'est une cuisine d'ADN qui est mélangée entre la France et l'Italie. C'est une cuisine... En fait, nous tous, on a une banque de données. Même toi, tu as une banque de données. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais vécu sur l'Adriatique à Cesenatico. Forcément, dans ton frigo, on retrouve peut-être quelques ingrédients italiens. Et oui, ça je confirme. Voilà, et ça s'inscrit dans notre ADN. C'est là où on a grandi, là où on a étudié, avec qui on a partagé notre vie. Et donc, forcément, ça enrichit notre cerveau de certains ingrédients. Et avec tout ça, ensuite, en suivant la saison, moi, j'établis toujours une règle de créativité, c'est la saison. On peut piocher ensuite des produits de la même saison et créer des plats. Après, il y a des stratégies, il y a des techniques. Par exemple, pour créer un plat, dans mon restaurant, on utilise toujours une protéine, que ce soit animale ou végétale, poisson ou viande, par exemple. Une purée de légumes, un légume, un fruit et une sauce. Donc, si on a les 5 produits, on peut créer un plat. Et les 5 produits, on peut les piocher dans la saison dans laquelle on est. Dans le processus de création, là, vous jouez clairement sur le terrain de l'excellence. À quel moment vous vous dites « basta così » ça suffit, là j'ai atteint la perfection? On n'atteint jamais la perfection. Je pense que tous les jours, on s'améliore. C'est-à-dire qu'on va chercher des choses différentes. Même sur une recette, vous retravaillez sans cesse vos recettes?
Alors, les problèmes, c'est que la recette, les produits changent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tomate d'aujourd'hui peut être différente de la tomate de demain. Donc, forcément, il faudra toujours ajuster sa recette et ce sera jamais la même parce que les produits changent tout le temps. À part peut-être sur les produits de base comme la farine ou le sucre. Mais même là, on peut jouer. Un boulanger, par exemple, la recette du pain, elle peut changer entre l'hiver et l'été. S'il fait sec aussi, c'est trop humide à l'extérieur. Donc forcément, on est toujours là en train d'ajuster tous les jours selon les températures, les produits et aussi les personnes qui travaillent avec nous. Cette créativité, vous l'avez aussi révélée avec Top Chef, j'en parlais en tout début d'émission. C'est le programme qui vous a révélé au grand public. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Une expérience incroyable. J'ai conseillé à tous les jeunes de pouvoir essayer de participer à ce concours parce que ça permet déjà d'avoir une liberté d'expression, une vision plus large de la cuisine parce que parfois quand on apprend la technique, on est toujours technique et malheureusement on est un peu bridé par la technique et on ne se laisse pas aller. Et aussi, moi je dis toujours, ça m'a fait gagner 10 ans de métiers parce que... Ça propulse en fait, c'est un coup d'accélérateur. Il faut avoir les pieds sur terre pour pouvoir gérer certaines choses après. Mais effectivement, au niveau du contact, au niveau de la langue, pour moi c'était la langue une grande barrière. Mais à l'époque, j'étais même sous-titré à la télé, je me rappelle. Donc forcément, ça permet de t'améliorer sur plusieurs facteurs. Et aussi les contacts avec les gens, être plus social, avoir plus confiance en toi-même. Je ne parle pas forcément des cuisines parce que tu ne peux pas changer ta cuisine en 2-3 mois, mais tu peux t'améliorer toi-même sur 2-3 mois sur la façon d'être et de s'exprimer, par exemple. Est-ce que ça a changé aussi le regard qu'on portait sur les cuisiniers, les chefs? Énormément. Ça a suscité des vocations, forcément. Énormément. Mais les chefs sont devenus aussi des stars, des produits, des marques. Bien sûr. Ça a totalement révolutionné le secteur de la gastronomie. Beaucoup. J'ai beaucoup de reconversions chez moi. J'ai un exemple parfait dans mon deuxième restaurant Epoca. Elle s'appelle Johanna, elle a 44 ans. Elle a fait une reconversion il y a 3 ans. Et aujourd'hui, elle est sous-chef dans mon restaurant Epoca. Et c'est une fille qui avant était journaliste. Donc, tu vois, elle est passée du métier du journalisme à la cuisine. Et c'est une championne, elle réussit très bien. Et ça, c'est grâce à la télé. C'est grâce au fait que le métier de cuisinier est devenu un métier plus accessible et plus facile à Et dans un même temps, on a quand même des difficultés de recrutement. Le secteur de l'hôtellerie-restauration souffre d'une pénurie de talents. C'est quoi la solution? Alors moi, j'ai la chance d'être italien, donc j'ai beaucoup d'Italiens qui viennent travailler chez moi. Et l'italien est un peu plus fidèle que le français dans le travail, et ça, on peut le dire. Et après, la solution, c'est aussi la formation. C'est-à-dire qu'il faut aller près des écoles. Parfois, je vais même donner des cours dans des écoles d'hôtelières en France, en Italie. Et forcément, ça donne envie aux jeunes de venir travailler chez toi. Donc, un stage peut se transmuter en une alternance. Une alternance peut devenir un commis de cuisine, un commis de salle. Et ensuite, le faire évoluer au sein de l'équipe. Après, nous, on a la chance d'avoir plusieurs établissements. Donc, on peut vraiment les envoyer et les accompagner des A à Z. Et c'est ça, je pense, que la formation sur les jeunes élèves, parce qu'il y a beaucoup de gens de talent on n'en parle pas assez, je pense, mais dans les écoles... Et qui ont un talent qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est ça. Merci beaucoup, Denis Mbroisi. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée sur Bismart. Ciao ragazzi.